le moins possible. Ça augmente la force, régularise le métabolisme de glucose, améliore le profil lipidique, donc la variation entre le mauvais gras et le bon gras. Diminue les fréquences cardiaques au repos. Ça, c'est une manière de le voir. Quand que les personnes font beaucoup d'activité physique ou qui sont en très bonne condition physique, les fréquences cardiaques au repos ont tendance à être plus basses. Je peux vous donner un exemple. Un marathonien, on s'entend que c'est une personne qui est en très bonne condition physique, peut avoir des fréquences cardiaques qui vont tourner autour de 40 battements par minute. C'est même pas un battement à la seconde, ça. Tandis qu'une personne moyenne, une personne normale, en bonne condition physique également, ses fréquences cardiaques au repos vont tourner entre 70 et 80 battements par minute. Quand même assez incroyable. Donc, c'est un indicateur. Hein? Ça veut pas dire plus que ça. Également, ça va régulariser la pression artérielle au repos. Ça, c'est également, vous en entendez parler beaucoup là, dernièrement. La pression artérielle, c'est un très bon indicateur pour savoir si notre système cardiovasculaire ou notre système sanguin fonctionne bien et puis que c'est quand même un élément essentiel à notre vie. Augmente la consommation maximale d'O2, donc le VO2 max. Ça, probablement que vous n'avez pas nécessairement beaucoup entendu parler, c'est beaucoup plus la capacité aérobique. Je vous donne un exemple. Si vous vivez au deuxième étage, monter les escaliers peut s'avérer un effort physique, musculaire très dur, mais en même temps cardiovasculaire. On va arriver au deuxième étage, on va être essoufflé. Ça, c'est là-dessus qu'on parle. Quand on parle de VO2 max, dans la vie de tous les jours, c'est plus facile. Si on a un bon VO2 max, on va être moins essoufflé pour faire des efforts qui sont tout à fait normaux, dont monter les escaliers pour se rendre chez soi. Ça augmente l'endurance. L'endurance, évidemment, c'est pas juste cardiovasculaire comme je viens d'en parler, c'est également musculaire. Ça va augmenter la capacité fonctionnelle, ça j'en ai parlé depuis le début. Et puis, ça augmente le métabolisme de base. Métabolisme de base, j'aime beaucoup prendre l'exemple d'une voiture. C'est comme quand je démarre ma voiture et je le laisse au repos. Je ne roule pas avec. Donc, la voiture roule pareil, fonctionne pareil. C'est le métabolisme de base de la voiture. Donc, elle a besoin de fonctionner. Elle n'est pas morte, la voiture. Nous aussi, en ce moment, on fonctionne. La digestion fonctionne. On va clignoter des yeux pour avoir une bonne régularisation oculaire. Notre cœur va continuer à battre pareil. C'est pas parce qu'on ne fait pas de l'activité physique que notre cœur est en vacances. Besoin de fonctionner. C'est ça, le métabolisme de base. Donc, ça va augmenter le métabolisme de base en même temps. Au niveau des maladies chroniques, bien, les maladies coronariennes, qui est vraiment une maladie qui est très répandue, qui peut être stoppée, puis en ayant un bon VO2 max, ça va vraiment bien prévenir ce problème-là, ce problème de santé-là. L'hypercholestérolémie, ça, je pense que c'est pas bon au Scrabble. Il y a trop de lettres, hein? Ça se peut-tu? Ça veut juste dire que le niveau de cholestérol dans le sang est trop élevé. L'ostéoporose, l'hypertension, le diabète, les deux types. Hein. Le cancer, surtout 3 sortes de cancers qu'on lit dans les recherches, là, c'est vraiment le cancer du sein, de l'utérus et du côlon, qui peut avoir une bonne prévention. Je ne peux pas dire, dans le fond, que les autres, ça va bien prévenir les autres types de cancers, mais je peux dire que les recherches démontrent beaucoup ça dernièrement. Ces 3 types de cancers-là, c'est vraiment un bon atout. L'arthrite et l'arthrose, c'est similaire, ces deux affaires-là. L'arthrite qui veut dire que c'est une blessure qui est récente, qu'on peut mettre dans le temps. L'arthrose qui est une maladie qui est beaucoup plus espacée dans le temps, donc que ça fait longtemps qu'on a. L'obésité, la dépression et l'anxiété. Et oui, la santé mentale peut être améliorée en faisant de l'activité physique, sur plusieurs facettes. Hein? On mentionne que l'activité physique va aider à développer un réseau social. Hein? On peut faire ça seul, évidemment, mais quand on fait ça en groupe, ça développe des amitiés. Mais en même temps, les paramètres de l'activité physique vont juste développer une meilleure santé mentale. Donc, même si on fait de l'activité physique seul, notre santé mentale peut être meilleure. Donc, ça va prévenir la dépression également et l'anxiété. Investir pour le monde à venir. Comme j'ai mentionné au départ, il y avait au niveau de la capacité fonctionnelle 5 catégories. Dans les 5 catégories, on va classer les aînés là-dedans. Ça vous va? Dans la première catégorie, celle que tout le monde aimerait être, évidemment, et il y en a également pareil, c'est l'excellente condition physique. Donc, les personnes âgées qui sont en excellente condition physique, c'est quoi?
C'est une personne qui a toujours bougé au cours de sa vie, qui n'a jamais vraiment cessé de travailler. Je vais vous en parler un peu plus par la suite. Et qui pratique des activités physiques difficiles. Difficile, là, je ne vous demande pas de courir un marathon. C'est sûr qu'il y en a qui en font, là, mais il n'y a pas juste ceux qu'on va classer dans cette classe-là, mais c'en est entre autres. Et également, ils s'entraînent régulièrement. J'aurais pu changer cette phrase-là en disant « Elle fait de l'activité physique régulièrement » ou « Il y a un mode de vie physiquement actif intégré dans son mode de vie ». Ce que je voulais dire par les personnes qui ont cessé de travailler, ils n'ont jamais cessé de travailler, il y a des recherches dernièrement qui ont démontré que quand on prend notre retraite de notre travail principal, c'est certain que c'est bon pour la santé, évidemment. Là, on veut profiter de notre retraite, mais en même temps, continuer à avoir une période de retraite avec un travail qui peut être quelque chose qu'on a toujours voulu faire dans notre vie. C'est pour le plaisir. Hein? Ça n'a aucune raison d'être, à part pour le plaisir, pas monétaire, évidemment. Il y en a qui le font parce qu'ils en ont besoin pareil. Ils veulent avoir un petit coussin à la fin du mois, mais il y en a qui le font seulement pour le plaisir. Donc ça va aller chercher des bénéfices au niveau de la santé d'une personne qui est retraitée. Pourquoi? Bien, dans le fond, il y en a qui prennent leur retraite et qui n'ont pas vraiment garni leur retraite d'activité. Donc, ils se retrouvent à être sédentaires et pas avoir une bonne planification. Je parle pas d'argent ou monétaire, je parle plus d'activité quotidienne. On se lève le jour et on n'a pas nécessairement une programmation de notre journée. Donc, ça fait en sorte que la personne s'avère à dire que sa retraite est quand même... Ça peut l'aider, pas l'aider, mais dans le fond... l'amener à une capacité fonctionnelle qui est moins grande. Une personne qui est en bonne condition physique, c'est la deuxième classe qu'on va classer eux autres. Juste avant d'aller là, ceux qui sont en excellente condition physique, on va retrouver 5 % de la population des aînés dans cette classe-là. Puis également, on va entrer ceux qui sont en bonne condition physique. Donc, ceux qui sont en excellente condition physique et bonne condition physique, c'est 5 % de la population des aînés. Les personnes qui sont en bonne condition physique, c'est des personnes qui pratiquent beaucoup plus d'activité physique que certains plus jeunes qu'eux. Elles restent actives sur le plan social, professionnel et s'entraînent à l'occasion. Donc, c'est un peu ce que je vous mentionnais au niveau de l'excellente condition physique également. Les personnes qui sont autonomes, on va retrouver 70 % des aînés dans ce groupe-là. C'est les personnes ayant de plus ou moins de bonnes habitudes de vie. Donc, les bonnes habitudes de vie, on s'entend, c'est une saine alimentation, c'est également un mode de vie physiquement actif, un équilibre psychologique, donc une bonne santé mentale également, et puis des habitudes de vie. Donc, consomme pas trop d'alcool, va pas aller consommer des drogues douces socialement acceptées, par exemple le tabac, donc il va pas en consommer. Ça, c'est une personne qui a des bonnes habitudes de vie. Ici, on parle plus ou moins, donc il y a des petits défauts, hein, comme on peut mentionner, là. Elle possède certaines limitations face à la pratique de l'activité physique. Donc, ces personnes-là, on va leur dire, bien, ces activités-là, je ne vous conseille pas d'en faire. Ceux-là, c'est correct, mais pas eux autres, ça dépend d'eux. Un exemple concret, une personne qui adore le tennis, c'est un sport qui fait beaucoup de stop and go, comme on mentionne en anglais. C'est peut-être pas adapté ou ouvert à toutes les personnes, aînées ou pas. Ça peut être des personnes qui sont plus jeunes. Également, on va leur dire cette activité-là, probablement qu'il va falloir que tu remettes ta condition physique un peu plus en forme avant de le pratiquer ou de diminuer cette intensité-là d'activité physique. Les personnes qui sont frêles et non autonomes, on va retrouver 25 % de la population des aînés là-dedans. Ceux qui sont frêles, c'est des personnes ayant une limitation fonctionnelle et ne pouvant pas vivre seules sans aide humaine ou technologique. Ça va? Les personnes qui sont non autonomes, c'est des personnes ayant une incapacité fonctionnelle, ne pouvant pas se débrouiller seules. Ça va? Donc, il y a besoin d'avoir une assistance quotidienne par rapport à ça. Donc, au total, si on fait juste exclure, ça vous fait peur, j'espère pas, là. Et si on fait juste exclure les personnes en excellente condition physique et en bonne condition physique, on mentionne que 95 % des aînés se situent dans la section autonome, frêle et non autonome.
C'est beaucoup, hein, quand même. C'est beaucoup, quand même. Ce qui veut dire que là, je voulais pas vous faire peur, puis je voulais pas que vous dites, ah, moi, je me situe où, là? Le but, le but là-dedans, c'était plus de comprendre la situation. Ça va vous aider également de comprendre votre situation également, puis de qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter de classe. Ça peut se faire également. Donc, comment qu'on peut se rendre une classe plus élevée, aller dans la classe plus haute. Ça peut se faire également. Comment qu'on peut investir pour notre avenir? Il y a 5 classes. Et si vous avez compté le nombre de tableaux qui est dans cette diapo-là, vous allez en compter 6, parce que j'en ai intégré un autre que je considère qui est quand même assez important. Mais dans les recherches, ils vont mentionner 5 classes. Au niveau physique, évidemment, la 6e, c'est pas au niveau physique. Donc, les paramètres qu'il faut vraiment prendre en considération pour améliorer notre condition physique ou pour la maintenir, c'est au niveau de l'agilité. Vous voyez des exemples au niveau des images au-dessus. Au niveau de la flexibilité, au niveau de l'endurance musculaire et l'aptitude aérobie. C'est un peu ce que je vous ai parlé tantôt, le cœur, comment il est capable d'en prendre quand on fait de l'activité physique aérobique, ou encore l'endurance musculaire, comment que nos muscles, dans le fond, est capable de prendre en charge une activité qui est aussi de l'endurance. Donc, ces 2 classes-là, je les ai mis dans la même. Ça revient exactement au même. L'équilibre, ça, c'est un paramètre qui diminue facilement avec l'âge. Si on en fait beaucoup moins, des exercices d'équilibre dans une plateforme sécurisée, dans un milieu sécurisé également, on peut être plus propice à des chutes ou encore à des blessures. Donc, c'est vraiment un paramètre qu'il faut prendre en considération. C'est vraiment l'équilibre. Surtout, plus on vieillit, plus il faut garder nos capacités fonctionnelles. Vous allez voir que vos proches vont avoir tendance à dire non, regarde, on va prendre ça sécuritaire. Ils vont vous équiper de plein d'équipements qui vont vous aider à garder l'équilibre sans aucun effort au niveau de votre corps. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, selon moi. Ça dépend de votre état de santé, évidemment. Si, par exemple, le médecin vous le recommande, évidemment, on y va fort là-dessus, l'ergothérapeute également, le physiothérapeute, mais les proches, des fois, ont tendance à être trop sécuritaires. Le but là-dedans, c'est que si vous êtes capable de bien fonctionner sans ces outils-là, c'est correct. Là, vous pouvez le faire. Évidemment, il faut éviter, par exemple, l'hiver, acheter des crampons, c'est correct, parce que de la glace noire, même si tu as 15 ans ou 20 ans, on la voit pas, puis on va chuter pareil. Là. Donc, c'est pas en ayant un bon équilibre qu'on va éviter ces problèmes-là. Donc, évidemment, l'hiver, on peut s'équiper de crampons pour éviter des glaces noires, les fameuses glaces noires qu'on voit pas. Et même à mon âge. Ça serait pratique que j'en aille, parce que quand on tombe, non seulement c'est humiliant quand quelqu'un nous a vus, on regarde toujours autour de nous qui m'a vu, là. On veut également éviter des blessures parce qu'on peut se blesser facilement. Là. Mais, par exemple, si on fait des exercices en plateforme instable, c'est un peu comme ça qu'on va mentionner ça. Comme vous pouvez voir là-dessus en haut, là, au niveau de l'image, bien, ça va améliorer les muscles stabilisateurs. Les muscles stabilisateurs qui nous aident à rester en équilibre. Donc, c'est vraiment pratique de mettre l'emphase sur l'équilibre. Vous avez également la force musculaire. Donc là, on ne parle pas d'endurance musculaire, mais plus la force. Si on est capable de prendre une charge, là, on ne vous demande pas de devenir des Arnold Schwarzenegger, on s'entend là-dessus. Sauf que c'est quand même garder une bonne force musculaire qui va nous aider à faire des tâches quotidiennes au lieu de demander à quelqu'un d'autre de le faire à notre place. Et la 6e, qui est l'information et l'éducation sur des questions de santé. L'information, c'est les personnes qui sont intéressées, un peu comme vous aujourd'hui. Vous vous êtes déplacés pour venir prendre de l'information par rapport à la santé, par rapport à votre état de santé, puis comment je peux m'améliorer au niveau de ma santé. Ça, c'est super important, parce qu'il y en a qui vont avoir une bonne condition physique, mais qui ne voudront pas rien savoir au niveau de l'état de santé ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire, prendre des informations. Donc ça, c'est un outil qui est très important, puis que je trouve que si on est ouvert à ça, bien, on s'ouvre beaucoup de portes au niveau de notre retraite active. On s'intéresse à notre retraite, puis on veut la mettre de très bonne qualité. D'un côté, là, j'ai encore une définition scientifique, là. Je vais essayer de pas vous endormir avec ça. Mais investir pour l'avenir, on peut dire également que même si elle ne peut modifier spécifiquement la condition des personnes présentant un problème auditif, visuel, verbal ou intellectuel, là, on parle par rapport à ces points-là.
l'activité physique peut améliorer de façon significative la condition physique générale et la qualité de vie d'une majorité des personnes prises avec une incapacité. En gros, ce que ça veut dire, c'est pas juste ceux qui sont nés avec aucun handicap que ça leur concerne. Ça touche tout le monde. Donc, évidemment, les personnes qui sont handicapées ou qui ont une incapacité reliée à X, Y ou Z, on en a énuméré au-dessus, ça leur touche également. C'est le même vocabulaire, le même message qu'on va transmettre à eux. Les anciennes recommandations au niveau de l'activité physique, ça, c'est assez intéressant. Puis je pense que vous allez vous en rappeler, là, qu'est-ce qu'on mentionnait par rapport aux recommandations au niveau de l'activité physique. On disait auparavant, faites 20 minutes de cardio. Si vous n'en faites pas 20 minutes, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on vous a déjà dit ça. Ouais. Donc, si vous avez fait 10 minutes de cardio, là, vous n'avez rien fait. Hein? On mentionnait ça auparavant. Ça, c'est l'ancien vocabulaire, les anciennes recommandations au niveau de l'activité physique. En même temps, on mentionnait que plus la durée était longue, plus l'aérobie était longue, plus on avait des bénéfices. Donc, vous voyez la courbe qui commence basse puis qui va en quasiment expansionnelle, là, plus on va en durée. Les bénéfices étaient reliés à ça. Et en même temps, on mentionnait qu'il fallait chercher 60 à 90 % de la fréquence cardiaque maximale. En 15 minutes, vous voyez, là, c'est le minimum, c'est 15 minutes à 60 minutes par session. Et mon Dieu Seigneur, hein? Entre 3 et 5 jours par semaine. Ça, c'est les anciennes recommandations. Les nouvelles recommandations ont plus... évidemment, c'est pas des recommandations qu'on a décidé de changer comme ça. C'est encore les études qui ont démontré que c'est pas vrai, ça s'additionne. Tout s'additionne. Donc, la courbe est à l'envers. La courbe est dans le fond 30 minutes d'activité physique par jour. Puis ça, évidemment, c'est pour les personnes adultes et plus. Les personnes âgées, c'est proche de ça, là, c'est proche de 30, c'est à peu près 22 minutes par jour. C'est tous les jours de la semaine. L'intensité peut être modérée. Modérée, je ne dis même pas à élever parce que ça peut juste être modéré. Je vais vous expliquer avec cette diapo-là c'est quoi